Ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger nous ont appris, c'est que quand il y a une soudure entre le peuple, l'armée et le gouvernement, le pays ne peut pas être occupé par une armée étrangère. Ça n'a pas été possible au Vietnam, ça n'a pas été possible en Somalie, ça n'a pas été possible en Afghanistan, là où il y avait des États beaucoup plus désorganisés. Eh bien, ça n'a pas été possible au Mali, ça n'a pas été possible de refuser de quitter militairement le sol burkinabé, ça n'a pas été possible de refuser de quitter militairement le sol nigérien à cause de l'union entre le peuple, l'armée et le gouvernement. Donc, on doit noter ça comme étant la première condition d'une authentique libération. Il faut une union entre le peuple, entre les forces combattantes et la direction du pays. Voilà pourquoi il est important, là où cette union n'existe pas, de commencer par l'établir d'abord, c'est-à-dire de commencer par la révolution. On ne peut pas obtenir la désoccupation militaire néocoloniale, le départ des armées impérialistes d'un pays africain, s'il n'y a pas cette triple molécule, cette molécule constituée de 3 atomes forts, à savoir le peuple, dans son écrasante majorité, déterminé à revendiquer le départ, et il faut toujours que ça commence par le peuple. Les peuples africains ne doivent pas attendre les gouvernements. Les peuples africains ne doivent pas attendre les armées pour dire ce qu'ils veulent. Car le gouvernement et l'armée doivent faire ce que le peuple veut. Et notamment quand ce que le peuple veut est juste. Il faut donc que les Africains, les peuples africains prennent confiance en leur capacité d'initiative. Ce que le Mali, le Burkina et le Niger viennent de nous montrer, c'est que là où l'écrasante majorité du peuple demande une chose avec insistance, et où le pays est dirigé par une armée et notamment un gouvernement qui sont acquis au peuple et au service du peuple, ce que veut le peuple se réalise. Et c'est grâce à cela que Cuba est vivant sous les narines de l'Amérique. C'est grâce à cette molécule fondamentale que je suis en train d'explorer. D'accord? Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que, mais si ça a marché au Mali, ça a marché au Burkina Faso, ça vient de marcher au Niger, il n'y a plus de signes indiens. Il s'ensuit que les 4 principaux camps d'occupation militaire de l'Afrique par l'armée française ne seront démantelés que lorsqu'il y aura des processus comparables. Quels sont ces camps? Citons-les clairement. 1. Le camp militaire des forces françaises de Libreville. Il ne sera pas démantelé tant que le peuple gabonais ne sort pas de sa léthargie au regard de cette question et dans son écrasante majorité, tant que ce peuple ne revendique pas le droit de ses forces vives et elles seules d'avoir la force militaire la plus importante sur son sol, la première condition ne sera pas remplie. Pour que les forces françaises du Gabon s'en aillent, il faut que ce soit une revendication majoritaire du peuple gabonais. Ça ne suffit pas. Il faut que cette revendication majoritaire soit au cœur de la révolution dans l'armée gabonaise. Donc que ce soit les éléments patriotiques de l'armée gabonaise qui prennent le pouvoir. Les éléments révolutionnaires et panafricanistes de l'armée. Il faut que cette revendication soit la source du gouvernement de transition. Car seul un gouvernement de transition, soutenu par un peuple, déterminé à se faire désoccuper militairement, avec une armée entre les mains d'une élite patriotique révolutionnaire panafricaniste, ce ne sont que eux qui peuvent avec efficacité dire à Libreville un jour, armée française, allez-vous-en, nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Je parodie ainsi la chanson d'Alpha Blondy. Il faut que les mêmes conditions soient remplies pour que la base militaire française de Côte d'Ivoire soit démantelée et que ces soldats rentrent chez eux. Il faut que ce soit une revendication majoritaire du peuple ivoirien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Il faut que cette revendication devienne dominante au sein des forces armées. Et il faut que cette double revendication
dans le peuple, dans les forces armées, se traduisent par un gouvernement de transition qui permette d'appeler calmement, sans difficulté, l'armée française à plier bagage du 43e BIMA. Écrivez ça. C'est ce processus qui doit avoir lieu au Sénégal, où se trouve un autre grand camp néocolonial. Il faut que la majoritaire revendication du peuple sénégalais devienne la majoritaire revendication de l'armée sénégalaise et que ce soit celle-ci qui impulse la nouvelle direction du Sénégal. Quand les trois entités seront alignées, les dirigeants du Sénégal demanderont poliment à l'armée française de plier bagage du camp de Dakar. Oui. Et c'est cette condition qui devra être remplie à Djibouti. Et c'est cette condition qui devra être remplie au Tchad. Il va falloir que le départ des troupes néocoloniales françaises soit une revendication populaire massive. Que les forces les plus importantes de l'armée épousent cette revendication. Et que la direction du pays épouse la revendication de la majorité révolutionnaire, panafricaniste et patriotique des forces armées et du peuple. Et à ce moment-là, il sera aisé de demander à l'armée française de plier ses bagages du Tchad. Voilà l'enseignement. Et il faut s'arrêter sur cet enseignement pour bien voir que c'est de cela qu'il s'agit. Tant qu'il n'y a pas cet alignement des étoiles, vous ne pouvez pas obtenir une désoccupation militaire. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais souligner. La troisième chose que je voulais souligner, c'est que vous voyez très bien que lorsque ces forces populaires, militaires et politiques sont alignées et rassemblées, il n'y a pas d'effusion de sang. Il y a rarement effusion de sang dans ces conditions. Pourquoi? Parce que la force d'occupation, n'ayant plus réussi à diviser pour mieux régner, n'a plus de légitimité à l'intérieur du pays pour pouvoir retarder son départ. On a vu par exemple au Niger qu'on a tenté de jouer Bazoum contre le peuple nigérien pour ne pas appliquer la revendication majoritaire du peuple nigérien. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a échoué parce que la molécule est solide. Le peuple nigérien, l'armée nigérienne et la direction du Niger, du CNSP, étaient parfaitement alignés comme des étoiles et personne n'a réussi à désaligner une seule de ces entités de cet axe. Voilà le résultat. C'est ce que j'appelle l'argument de l'alignement des étoiles, des forces sociales, militaires et politiques. Il faut travailler à cet alignement et on obtient vraiment une séparation à l'amiable, on obtient des résultats extrêmement positifs. Troisième leçon, à cause de cette affaire, je me suis replongé dans un certain nombre d'ouvrages. Je me suis replongé dans un certain nombre d'ouvrages extrêmement intéressants, d'ouvrages vraiment, vraiment profonds. Je me suis plongé dans un livre qui a été écrit, intitulé « L'ami américain ». Un livre sur De Gaulle, intitulé « L'ami américain » par quelqu'un qui s'appelle Édouard Branco. Et je me suis plongé depuis quelques heures dans un gros volume écrit par Alain Pérefitte, un proche collaborateur du général de Gaulle, qui a écrit un gros volume de plus de 1053 pages intitulé « C'était de Gaulle ». Pourquoi ces deux ouvrages m'ont-ils intéressé? Parce que j'y ai découvert tous les arguments qu'avait déployé le général de Gaulle pour empêcher que, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ne soumettent la France à l'occupation militaire. Est-ce que vous savez que le général de Gaulle a mené une bataille farouche contre les États-Unis d'Amérique pour qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine n'impose pas ce qu'elle appelait AMGOT, American Military Occupied Government of Territories. Government Territories. AMGOT. L'AMGOT, c'était le gouvernement, non, Allied Military Government of Occupied Territories. Le gouvernement allié d'occupation, non, le gouvernement allié des territoires occupés. Les États-Unis avaient mis en place ce AMGOT, ce gouvernement allié des territoires occupés, et qui avait vocation à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale perdue par Hitler, Mussolini et les Japonais. Il était question que l'Allemagne, l'Italie,
comme la Belgique, la France, il était question que l'essentiel des pays européens soit sous gouvernement, sous protectorat américain, protectorat militaire. Ça a été le cas pour l'Allemagne jusqu'aujourd'hui. Elle est encore militairement occupée par les États-Unis. Une bonne partie de la Belgique l'est toujours. Bref, une bonne partie de l'Europe l'est toujours. Mais De Gaulle va obtenir, mais après des négociations rudes et des résistances extraordinaires, il va obtenir le retrait total de l'armée américaine du sol français. Et à un moment donné même, le général de Gaulle va opérer une distanciation par rapport à l'OTAN. Parce qu'il refuse que la France soit une puissance complètement assujettie aux quatre volontés des présidents américains, chefs principaux de l'alliance de l'OTAN. Donc, en lisant ces deux ouvrages, L'ami américain, c'est le titre de l'un, et puis l'autre ouvrage, c'était De Gaulle, de Alain Péréfitte, je découvre que le général de Gaulle avait exactement les arguments que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel revendiquent légitimement aujourd'hui. Il disait que tant qu'on est militairement occupé par l'armée d'un autre pays, on n'est pas encore un pays souverain. Il disait que tant que l'alliance n'est pas un compagnonnage, mais au contraire un tutorat, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de la guerre et qu'il faut encore poursuivre la guerre de libération. Il disait que tant qu'on ne valorise pas l'héroïsme des Français, quoique pas très nombreux, qui ont participé à la libération de la France ne sortira pas de ce qu'il appelle le défaitisme. Et il se plaignait contre l'impérialisme américain, les mots de Gaulle. Il se plaignait contre la volonté américaine de brimer les Français, de soumettre les Français. Il se plaignait contre la suprématie, l'hégémonie du dollar. En fait, vous pouvez prendre tous les griefs du général de Gaulle contre les Américains à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et vous les appliquez tranquillement à la situation franco-africaine. C'est exactement les griefs des dirigeants patriotiques, révolutionnaires, panafricanistes africains contre la France que De Gaulle avait contre les Américains. C'est juste impressionnant. On dit souvent que l'histoire se répète deux fois. La première fois sous la forme d'une tragédie et la deuxième fois sous la forme d'une farce. En effet, les Africains vivent la farce de la tragédie, ou plutôt la tragédie de la farce que De Gaulle avait vécue face à l'impérialisme américain. Et Alain Péréfitte, dans son gigantesque volume, c'était De Gaulle, notait les propos du général de Gaulle tous les jours. Je vous donnerai une émission ici où je vous lirai quelques extraits des déclarations de Gaulle à propos de l'hégémonisme, du néocolonialisme, à propos de la condescendance, du paternalisme américain. Et vous serez frappé de vous rendre compte que les mots avec lesquels le général Charles de Gaulle parle des Américains sont les mots avec lesquels les dirigeants africains, les peuples africains révoltés contre le néocolonialisme français parlent de la France. Alors, du coup, on se pose la question, mais l'élite politique française a-t-elle lu De Gaulle? Si elle a lu De Gaulle, pourquoi s'étonne-t-elle que l'Afrique ne veuille plus de la vassalité? Que l'Afrique ne veuille plus de l'occupation militaire? Que l'Afrique ne veuille plus de l'escroquerie du franc CFA, qui est vraiment la forme la plus piteuse de l'escroquerie monétaire. C'est pire que le dollar. Parce que le franc CFA, contrairement au dollar, c'est une monnaie qui fait semblant d'être la monnaie des Africains, alors qu'on ne l'est pas. Les Américains, au moins, sont très clairs avec le dollar. C'est leur monnaie. Eux seuls imposent les taux de change. Eux seuls imposent leur taux directeur à la planète tout entière avec leur dollar. C'est clair. Quand vous voyez un billet de dollar, vous savez que ça appartient aux États-Unis. Mais l'escroquerie du CFA, c'est que c'est un billet qui donne l'impression d'appartenir aux Africains alors qu'il appartient à la Banque de France. C'est une escroquerie. Et il ne serait pas très difficile, il suffit de lire De Gaulle, prendre les mots de Gaulle et les appliquer à la politique africaine de la France, aucune difficulté. Et le paradoxe est d'autant plus grave que celui qui a conçu cette politique africaine de la France, c'est De Gaulle encore. C'est Charles de Gaulle lui-même. C'est-à-dire que je m'interroge dans le livre que je suis en train d'écrire sur la possibilité de la cohabitation de principes contraires dans l'esprit d'un seul et même dirigeant politique. D'un côté, il se plaint des Américains. Il se plaint de l'hégémonisme américain. Il se plaint de l'esprit expansionniste des Américains. Il se plaint de la suprématie du dollar. Il se plaint de leur volonté d'être les gendarmes de la planète. De Gaulle se plaint même de l'interventionnisme américain. Mais au même moment, y a-t-il en Afrique dite francophone, noire,
une puissance plus interventionniste que la France? Non. Au même moment, Foccart est en train d'organiser les coups d'État en Afrique. Il est en train de fomenter des rébellions en Afrique. Il est en train de fomenter des guerres en Afrique. Les dirigeants africains sont en train d'être assassinés. Au même moment, au moment où De Gaulle se plaint de l'impérialisme américain, du suprémacisme américain, et les confidences dans l'impérifite sont tellement nombreuses là-dessus, il le fait aux Africains. Alors, du coup, je me suis posé la question, si De Gaulle pouvait parler avec autant de clarté de la souveraineté de la France, de l'indépendance de la France, du refus de l'impérialisme américain, du refus de l'asservissement, du refus d'un monde unipolaire, d'un monde soumis à la seule volonté de Washington. Si De Gaulle ne s'est pas rendu compte qu'il faisait exactement le contraire envers les Africains, quelle est la raison? Mais je suis obligé de souligner que la raison vient du fait qu'il ne considérait pas des Africains, il ne considérait pas les Africains comme des hommes à part entière. Parce que s'il les considérait comme des hommes à part entière, il aurait vu la contradiction. C'est parce qu'il les considérait comme des sous-hommes. Il les considérait comme une humanité immature, une humanité encore naturelle. C'est parce que De Gaulle était habité par les structures du racisme multiséculaire de l'Occident et de la France, politique, depuis le temps de la traite négrière. C'est pour cela que De Gaulle n'a pas vu la contradiction. Elle ne lui a pas sauté à la figure. Il est mort sans regret. Ces problèmes étaient liés au fait que les Français ne le comprenaient pas bien. Il avait tenté un référendum à la fin des années 60 et les Français ne l'avaient pas compris. De Gaulle, qui était un homme très fier de lui-même et en même temps un homme courageux, De Gaulle préféra rendre son tablier et attendre la fin de sa vie. Mais il n'était pas déçu par sa contradiction africaine. Il n'avait même pas compté le nombre d'Africains qui étaient morts pour lui servir de troupes, de chair à canon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'avait même pas compté les Africains qui avaient été éliminés par la politique hégémoniste, la politique annexionniste, la politique interventionniste, la politique génocidaire qu'il avait menée, les guerres sanglantes qu'il avait ordonnées. Tout cela ne troubla point la conscience de Charles de Gaulle, qui s'en alla tranquille dans la tombe, content d'avoir été un grand patriote français.